Fabienne, vous avez l'air fâchée. Elle dit non, je veux du sang. Aujourd'hui, on reçoit Marie-Annick qui a travaillé pendant 37 ans au sein de la prison des femmes de Rennes. Elle est avec nous et elle a plein de choses à nous raconter. J'ai été au contact de la mort, bien évidemment. On nous appelle souvent les porte-clés. On n'est D'accord. pas des porte-clés. Elle me regarde droit dans les yeux. Je vais vous dire quelque chose. S'il y avait eu la peine de mort, je la méritais. On voit le truc, je dis là, il faut y aller. Elle quoi, s'était pendue dans les douches. Ouais. Marie-Annick, enchantée, merci d'être là. Et merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Du coup, Marie-Annick, tu as été pendant 37 ans surveillante d'établissement pénitentiaire à la prison pour femmes de Rennes. C'est cela. Alors j'ai commencé comme surveillante et j'ai gravi les échelons au fil de l'eau. Bien sûr. Et j'ai terminé major pénitentiaire au centre pénitentiaire des femmes de Rennes. Incroyable. Toute ta carrière, t'es montée en échelon et t'es restée dans la même prison. Oui, c'est ça. Incroyable. T'as sorti un livre il y a 2 ans, c'est ça à peu près? Je l'ai sorti pendant le Covid, mais il a Ok. été bloqué pendant le Covid. J'imagine. Et il est sorti après le Covid. Au cœur de la prison des femmes, aux éditions Talendier. Donc voilà, on mettra un lien dans la description si vous voulez vous le procurer. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de ton métier, de ta carrière, tes expériences. Ah, j'ai plein de questions. Ouais, c'est bien. Mais avant de me poser les questions, je voudrais absolument rendre hommage à mes 2 collègues qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leurs fonctions le 14 mai. Je pense que la France a découvert le métier de surveillant d'établissement pénitentiaire avec ses avantages et ses gros inconvénients. Et cette situation m'a beaucoup troublée, donc je rends hommage aujourd'hui à M. Moello et à M. Garcia. On pense fort à leur famille. Merci. Marie-Annick, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton métier alors? Alors, je m'appelle Marie-Annick Aurel, j'ai aujourd'hui 65 ans. J'ai commencé donc dans l'administration pénitentiaire à l'âge de 21 ans. J'ai passé des concours administratifs et j'ai fait donc le choix de rentrer en prison. Ok. Pourquoi? Parce que je suis curieuse de nature et qu'autour de moi, personne travaillait en prison. C'est ce que j'ai demandé, ouais. Tu avais de la famille qui travaillait en prison? Pas du Non, tout. Personne, ok. Je ne connaissais pas la prison, ni d'un côté ni de l'autre. J'aurais pu aussi avoir des membres de ma famille incarcérés, pourquoi sûr. pas, mais non, je ne connaissais pas. J'étais jeune, un peu frondeuse, j'aime les gens. J'étais très attirée par la maladie mentale. D'accord. Alors, en parallèle de la pénitentiaire, j'avais passé le concours de l'école d'infirmière de Sainte-Anne à Paris. D'accord. Et j'avais également eu ce concours. J'ai réfléchi très rapidement. L'hôpital. L'hôpital, tu peux voir, tu peux rentrer. C'est facile de rentrer dans un hôpital. C'est moins facile de rentrer en prison. Et de sortir de prison aussi. Et de sortir aussi. Alors je me suis dit, j'essaye la prison. De toute façon, si ça ne me plaît pas pour X raisons, j'ai toujours le plan B, j'aurai l'hôpital psychiatrique. Ok. Mais la prison m'a permis de connaître et la prison, c'est-à-dire les gens incarcérés, et la maladie mentale. Parce qu'en prison... Il y avait un quartier pour les personnes Pas atteintes? particulièrement un quartier, mais malheureusement, il y a aussi des personnes détenues qui ont des pathologies mentales D'accord. et qui sont traitées en prison, puisqu'on a fermé des lits en psychiatrie, Ok. mais nos malades mentaux, ils sont toujours là et ils rentrent en prison pour des faits graves. D'accord. Et ils sont soignés en prison? Oui. D'accord. Oui. Il y a un hôpital ambulatoire dans les grandes prisons, dont je faisais partie. La prison de Rennes est une grande prison, donc il y a une équipe pluridisciplinaire avec des psychiatres et des infirmiers psy qui accompagnent les personnes détenues qui ont des pathologies mentales. Je ne sais pas si on l'a dit au début de la vidéo, mais du coup, tu étais à la prison de Rennes, qui est une prison 100% pour les femmes. Alors, exclusivement réservée aux femmes. Il y en a d'autres en France, mais ce ne sont pas des quartiers que de femmes. D'accord. Tandis que moi, j'ai eu, je dirais, la chance, entre guillemets, de travailler en établissement que pour femmes. Combien il y avait de femmes qui étaient prisonnières? Quand je suis partie, il y en avait 257. Ok. Aujourd'hui, je ne sais pas. Combien vous étiez de surveillants, du coup? Une centaine. Une centaine. Une centaine. Tout corps confondu, c'est-à-dire surveillants, gradés, officiers, tout corps confondu. La première fois que tu es rentrée dans cette prison, quelles ont été les sensations que tu as ressenties un petit peu? La première fois, une sensation d'étouffement. Ok. J'avais l'impression qu'on ne pouvait pas respirer tellement c'était... Et pourtant, la prison, elle est immense. Le fait d'ouvrir une cellule, peut-être, et de voir 9 mètres carrés, c'est pas grand, quoi. Et c'est une sensation d'étouffement. Le bruit, les odeurs. Il y a quoi comme bruit? Des gens qui crient peut-être? Non, les gens, ils n'y crient pas. Pas où je travaillais, très peu. C'était plutôt des bruits de clés, de personnel qui appellent pour se faire entendre. Le personnel parle haut. Beaucoup de bruit, quoi. Des bruits, mélange des bruits de clés, des bruits de portes qui claquent. Et on dit qu'il y a une odeur en prison. C'est quoi cette odeur? C'est une odeur particulière, c'est vrai. C'est un mélange de
plein d'odeurs en fin de compte. Ok. L'odeur de cuisine, les odeurs de transpiration, les odeurs de parfum. Il y a de tout. Ça, je ne peux pas la définir exactement, mais ce n'est pas des huiles essentielles, hein. J'imagine. C'est vraiment une odeur très particulière qu'on n'a pas envie de ramener chez soi. Où est-ce que tu logeais, toi, à ce moment-là? Est-ce que tu logeais dans la prison? J'ai logé dans la prison un certain temps. Oui. D'accord, ok. Ouais. Par nécessité absolue de service, on m'avait proposé un logement que j'ai accepté. Tu travaillais de nuit, peut-être, j'imagine? J'ai travaillé de jour et de nuit pendant une quinzaine d'années. Après, je suis passée en poste fixe. Donc là, je travaillais de 9h à 18h à peu près, hein. Ok. Quand j'étais logée en nécessité absolue de service, on m'appelait, j'étais là pour renforcer l'équipe s'il fallait. Un peu comme les ERIS, quelque part? Oui, les ERIS aussi, mais C'est ils ne sont la- pas logés par nécessité absolue de D'accord. service. Eux, ils interviennent parce qu'on a besoin d'eux pour garantir la sécurité de Bien sûr. l'établissement. Les ERIS, c'est un peu une sorte de police d'élite, c'est ça, qui Oui, est c'est à ça. côté? Oui, c'est ça, oui. Qui est une très bonne chose parce qu'avant, on appelait la police ou la gendarmerie. Ouais. Les CRS intervenaient dans les prisons. Le temps qu'ils arrivent. Oui, mais aujourd'hui, on a formé du personnel qu'on appelle les ERIS, un personnel, je dirais, d'élite et qui reçoivent une formation respectable. Et c'est des gars qui en veulent, quoi. Ils ont fait ce choix-là, ils Bien sont sûr. choisis sur le tas. Ils connaissent la prison. Ils connaissent. En général, ils ont fait quelques années de prison, enfin, Ok. en tant que surveillants, et puis après, ils font une formation qui est très intense et qui est très, très intéressante. Tu les as déjà vu, toi, intervenir, les ERIS, à la Oui, je les prison ai pour vus, femmes? bien sûr, chez les femmes, oui. Pas souvent, hein, parce que chez les femmes, on intervient moins que chez les hommes. Mais je les ai vus intervenir, oui, pour des fouilles générales, pour des mouvements collectifs. Pour calmer les tensions un petit peu. C'est arrivé. Et même le fait d'avoir leur présence, ça rassure. Bien sûr. Parce que aller au contact, c'est une chose, mais il faut savoir aller au contact. Moi, je ne vais pas jouer au cow-boy, je sais pas faire. Donc, quand on ne sait pas faire, on passe le relais. Et ces gens-là, ils savent négocier, ils savent gérer les conflits, ils savent gérer le stress également. Donc, tout ça, c'est important. Chacun son métier. C'est ce qui est bien dans l'administration pénitentiaire. C'est tout ce panel de métiers. On nous appelle souvent les porte-clés. On n'est pas des porte-clés, c'est fini d'être porte-clés. Oui, on a un trousseau de clés, oui, on ouvre et on ferme des portes, mais on ne fait pas que ça. Et dans la pénitentiaire, on a cette possibilité de faire autre chose. C'est vrai que c'est un métier hyper varié. Moi, j'ai eu la chance de faire une vidéo du coup à l'école de formation. Très bien. Qui était pas loin de Toulouse. À Agen. À Agen, exactement. Qu'on voyait même éteindre un feu, un incendie. Bien C'était sûr. hyper varié. Bien Ouais. sûr. Et on a aussi aujourd'hui des surveillants d'établissements pénitentiaires et des surveillantes qui sont monitrices de sport. Est-ce que tu pourrais nous raconter une journée type? Alors, une journée type, elle se divise déjà en 3 parties parce qu'on travaille en 3-8. Les personnels de surveillance démarrent à 7h, finissent à 13h. Une autre équipe arrive à 13h pour finir à 20h. Une autre équipe arrive à 20h pour finir à 7h. Ok, Donc, chaque quart est différent. bien sûr. Hein. Le matin, quand on arrive, la première chose qu'on fait, c'est le contrôle de l'effectif et contrôler qu'on a bien tous nos détenus vivantes. D'accord. Ah Donc, oui, ça paraît évident, Oui, mais mais non. c'est ouais, très important Ok, parce ok. que la nuit est passée, il a pu se passer des choses la nuit qui ont pu malheureusement être effectuées en dehors des rondes. Hein. Une femme qui met fin à ses jours, qui décide de mettre fin à ses jours, et si elle connaît bien le schéma de passage, Bien sûr. elle peut le faire à un moment T où il n'y aura pas de personnel de surveillance. C'est déjà arrivé, toi, que des femmes mettent fin à leur jour à la prison? Oui, bien sûr. C'est fréquent, c'est rare. Je vais pas te dire que c'est fréquent, j'ai pas le droit de dire ça, mais j'ai quand même, Ça arrive. j'ai été au contact de la mort, bien évidemment. J'ai décroché une personne détenue qui s'était pendue et qui est morte dans mes bras. Tout ça, pour moi, c'est des échecs. Hein. Tout ça, je l'ai vécu, oui, mais je vais pas dire que je l'ai vécu. Je l'ai vécu 3 fois, pour tout dire. 3 fois, j'ai vu la mort, 3 fois en prison, dont cette personne détenue, dont je parle dans mon livre d'ailleurs, qui s'est pendue et que quand je suis arrivée, je l'ai décrochée avec une collègue et elle est morte dans mes bras. Ouais, ça doit être des sentiments là, que ça va être inexplicable un peu ce qui peut se C'est un passer. sentiment d'échec et puis c'est aussi quelque chose de très troublant parce que tu te poses plein de questions. C'est ce que j'explique dans mon livre parce que cette femme, je la connaissais bien. Elle était condamnée à une très longue peine puisqu'elle avait la réclusion criminelle à perpétuité pour des faits extrêmement graves puisqu'elle avait tué 2 enfants, ses 2 enfants, un garçon et une fille.
c'est une femme qui se détestait, elle ne se supportait pas, elle ne supportait pas son passage à l'acte. Elle était debout parce qu'il fallait être debout, mais on la surveillait comme de l'huile sur du feu, si tu veux. Sauf que là, on la sentait de mieux en mieux. Elle était très bien intégrée dans une équipe de travail, puisqu'elle travaillait à la cuisine centrale, elle était bien entourée et elle faisait très bien son travail. En division, elle ne posait pas de problème particulier, elle avait quelques copines, donc on se disait, tiens, elle est pas mal. mieux, ouais. Le drame a eu lieu avec les 2 derniers enfants et elle D'accord. avait déjà 2 grands-enfants d'un premier mariage. Son fils aîné lui écrit, il était militaire et il avait une permission et il avait décidé de venir voir sa maman. Et elle n'avait pas vu son fils, ça faisait à peu près un peu plus de 5 ans. Ok. Donc pour elle, c'était quelque chose de très fort de revoir son fils, Bien de pouvoir discuter avec lui, de pouvoir, comme elle nous disait, de pouvoir lui expliquer pourquoi j'ai fait ça. Enfin, elle voulait se justifier, moi ça ne me regarde pas. Et donc nous, on était tranquilles là-dessus, on se dit, son fils va venir la voir, elle est bien, elle va continuer son chemin comme ça tranquillement. Moi, je la reçois. Elle demande à me voir entre 16 et 17 heures. Oui, j'avais envie de vous voir, Madame Aurel, regardez, elle me tend une lettre, la lettre de son fils, qui lui disait, maman, je vais venir te voir. Je ne sais pas quand, mais certainement le mois qui vient là. Et puis, je dis, c'est super ça, votre fils qui vient. Ah oui, oui, je suis très contente, Madame Aurel. Oh là là, vraiment, ça me bouleverse un peu, mais je suis contente. Je lui dis, moi aussi, je suis contente pour vous, puis j'espère qu'on pourra en reparler. Lorsqu'il sera venu, on pourra refaire un point si vous voulez. Si ça vous fait plaisir, il n'y a pas de problème, ma porte reste ouverte. Le temps passait, il était 5h30. Je lui dis, bon écoutez, je vais vous laisser. On se revoit demain ou plus tard. Et elle me dit, bonsoir Madame Aurel, mais pas à demain. Ah, Après, ça a tilté, parce que bien sûr. je me souviens qu'elle avait l'habitude de dire, elle avait beaucoup d'éducation, toujours au revoir, toujours des mots très réfléchis. C'était une elle avait de la bienveillance pour le personnel. Moi, je plie bagages, je range mes affaires. Tout d'un coup, l'alarme se déclenche, mais l'alarme au secours, quoi. Il y a différents niveaux d'alarme. Il y a différents degrés, et là, pour le coup, c'est l'alarme. Il faut Costaud. monter tout de suite, quoi. Ok. J'étais prête à partir. On part pas, hein. On y va. J'arrive. Parce que moi, j'ai travaillé en centre de détention, c'est-à-dire que les détenus vaquent à leurs occupations diverses et variées de 7h le matin à 20h. Ils travaillent. Voilà, on ne ferme pas la porte. Par contre, elles ont une clé de porte, elle la ferme si elle veut. Moi, j'arrive, une détenue vient vers moi, elle me dit « Madame Aurel, allez vite, allez vite, allez vite dans les douches ». J'avais déjà une collègue qui était dans la douche. J'arrive, je vois le truc. Tu vois le truc, ça veut dire que Je vois le truc, je dis là, il faut y aller. elle quoi, s'était hein. pendue dans les douches. Ouais. Ok. Elle s'était pendue dans les douches, je la soulève, ma collègue couple, et la fille descend dans mes bras comme ça, puis elle décède. Wow. Voilà. Elle est décédée assez rapidement. Mais très rapidement, je pense. oui. Tout était prêt, tout était organisé, on n'a rien vu venir. C'est quoi, avec un drap, une corde qu'elle Non, avait pas du tout, avec son fil d'antenne de télé. Parce qu'elles ont la télé, elles ont tout. Il ne faut pas que les gens disent, oui, pourquoi on leur donne des fourchettes, des couteaux et ceci. Il faut bien, elles vivent. Ouais, Elles vivent. bien sûr. Elles sont condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité, c'est tout. Il y a beaucoup de gens des fois qui disent que c'est le Club Med un petit Non, peu. c'est pas. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'appelle pas la prison un club med. Dans la mesure où on retire la liberté à quelqu'un, la liberté d'aller et venir à quelqu'un, pour moi, c'est déjà assez. Pour moi, parce que quand on est obligé de s'adresser toujours à quelqu'un pour faire quelque chose, pour obtenir quelque chose, une détenue, elle sort pas de sa cellule en disant youpi tralala, tiens aujourd'hui j'ai envie d'aller m'acheter des produits de beauté. Non, ça se passe pas comme ça. Non, c'est pas le club med. S'il y a des gens qui pensent que c'est le club med, je respecte, mais je les invite à venir passer Visiter. un moment ou d'aller rencontrer, je ne sais pas à quel titre, mais d'aller écouter ce qui se passe en prison. Quand on est en maison d'arrêt, dans une cellule qui fait 11 mètres carrés, 3 femmes là-dedans, un toilette, un lavabo, une télé, ils sont 3. Elles doivent, excuse-moi l'expression, pisser et chier devant les copines. Cohabiter avec des gens qui ne sont pas leurs copines. Bien sûr. Elles sont pas copines, elles ne se connaissent pas, mais il faut charger. On n'a pas le choix. On incarcère des gens, il faut les incarcérer. Pas de problème, donc on charge. On essaye de mettre les gens du voyage, on va les mettre ensemble, inévitablement. Les Africaines, on va essayer de les mettre ensemble. Les us et coutumes, on essaye quand même d'avoir un peu de respect pour les us et coutumes. Ok. Mais néanmoins, quand tu te retrouves à 3 dans 11 mètres carrés, que tu dois cohabiter, le programme télé, si toi t'aimes bien écouter les informations et que l'autre, elle en a rien à carrer de l'information, si elle a plus de caractère, ça se termine en baston, donc merci.
Moi, je crois que tant qu'il n'y aura pas d'encellulement individuel, parce qu'on en entend parler, ça. Moi, ça fait 37 ans que j'entends parler. Oui, il faudrait que les détenus soient incarcérés individuellement. Mais en maison d'arrêt, non. En centre de détention, c'est la loi. Elles étaient combien par chambre, du coup, à la prison? Moi, en centre de détention, elles sont seules par cellule. Seules par cellule, ouais. Elles sont seules, donc leur intimité est respectée. Mais en maison d'arrêt. C'est l'étape avant ça, quand on attend d'être jugé. Quand on attend d'être jugé, exactement. Il n'y a pas de maison d'arrêt où on est seul en cellule. Moi, j'en connais pas. La dernière maison d'arrêt à laquelle j'ai travaillé, c'est à la maison d'arrêt de Rennes, puisqu'il y a un quartier maison d'arrêt. À l'époque, il y avait une 50aine de places. Je dis bien à l'époque, parce que si les choses ont changé, excusez-moi, mais moi, j'ai terminé en 2017. Après, ce qui se passe dans la prison des femmes, ça ne me regarde pas. Moi, j'ai pas connu. J'ai connu 3 par cellule. 3 par cellule, en plein été, même si en Bretagne, on nous dit qu'il pleut tout le temps, je l'ai vécu, la canicule, moi. Avec 3 par cellule. Hein. Et les filles, elles arrosaient par terre pour se rafraîchir. Prenaient des seaux d'eau froide et jetaient pour avoir de l'eau. Je pense que c'est bien de le rappeler, effectivement, que c'est pas le Club Med. Voilà. Non, c'est pas le Club Med. Si moi, ce soir, j'ai envie de manger une pizza, je me mange ma pizza. La détenue, si elle a envie de se faire plaisir, non, elle ne se fait pas plaisir. Elle bouffera ce qu'on lui mettra à la gamelle. Et si elle a de l'argent, par contre, elle pourra acheter des choses à la cantine pour se faire plaisir. Mais qui dit argent dit travail. Moi, je parle des femmes, c'est pas les familles qui donnent de l'argent aux femmes. Hein. D'accord. Elles se débrouillent toutes seules? Les femmes sont très vite abandonnées, très vite. À la différence des hommes, les femmes sont plus vite abandonnées par leurs proches? Moi, exactement. Moi, c'est toujours ce qui m'a toujours interpellée. Lorsqu'on va dans une prison, prenons la prison de Fleury-Mérogis, les années 80, c'est là que j'ai compris. Les hommes, c'était blindé au niveau des attentes de parloir. Mais alors blindé de chez blindé. Hein. Les mères, les sœurs, les frères, tout le monde vient voir les copains en prison. Hein. Chez les femmes, il y a beaucoup moins de monde. Hein. Les unités de vie familiale à Rennes, elles ne faisaient pas le plein. Hein. C'est quand les proches peuvent venir voir, c'est ça? Quand les proches peuvent venir passer quelques heures ou quelques jours dans des studios aménagés. Voilà, pour l'intimité. Pour l'intimité, puis aussi pour le lien familial, pour les enfants. Ça a été un grand tournant, ça, dans l'administration pénitentiaire en 2003. On ne faisait pas le plein. Hein. D'accord. Donc à la différence des les femmes hommes, sont très vite oubliées, très vite oubliées. Le dernier Noël que j'ai passé en prison, 257 détenus, 92 dons d'indigence, des décès, des colis de Noël préparés par le Secours catholique, 92, tu fais le ratio, sur 257 détenus. Ça veut dire que 92 détenus n'avaient rien, pas de famille, pas rien. Rien, que le fruit de leur travail. Pour en venir à la personne qui avait tué ces 2 enfants, qu'est-ce qui pousse une personne, de par ton expérience, ce qu'elle t'a raconté, qu'est-ce qui pousse une femme à tuer ces 2 enfants? Cet exemple-là, je peux en parler puisqu'elle m'en a parlé. Elle a eu 2 vies maritales. Mariée, premier mariage, 2 enfants. Elle divorce. Socialisée, hein. Une fille qui avait un boulot, un bon boulot, pas de problème. Hein. Et elle rencontre quelqu'un d'autre. Et elle a 2 enfants. Et le couple, au bout de 8 ans de vie commune, bat de l'aile. Parce que lui avait quelqu'un d'autre. Donc elle a compris qu'il se passait quelque chose, elle a compris qu'elle allait être abandonnée par ce monsieur qui avait rencontré quelqu'un d'autre et puis qui allait se séparer, tout en gardant du lien pour les enfants. Il y a des enfants, hein, donc le lien il est pratiquement obligatoire. Il n'abandonnait pas complètement. Sauf que cette fille avait eu déjà dans son enfance des ruptures. Une maman présente, mais pas de père, ou presque pas présent. Des frères et sœurs un peu dispersés, pas de famille solide, quoi. Hein. Syndrome abandonnique un peu, quoi. Hein. Et quand elle a senti qu'elle allait se retrouver toute seule avec ses 2 enfants, elle a perdu complètement pied. Elle a dit « je ne peux pas accepter de me retrouver seule avec 2 enfants ». Elle a donc fait du mal à ses 2 enfants. Je ne vais pas dire comment elle l'a fait parce que j'ai pas envie. Et elle s'est fait du mal à elle aussi. Quand le papa est arrivé, le papa des enfants, c'est le papa des enfants qui a trouvé ses enfants morts. Wow. Et il a trouvé aussi son ex-compagne carrément dans le coltard, puisque le SAMU est arrivé, elle a quand même été quelques temps à l'hôpital. Elle voulait mourir avec ses enfants. Sauf qu'elle n'est pas morte. Ça, elle n'acceptait pas. Elle voulait partir avec ses enfants pour faire du mal à son ex-compagnon. Et c'est souvent un peu des histoires un peu comme ça, quoi. Ok, liées à son passé, etc. Ouais. Est-ce que selon toi, c'est plus dur d'être une femme en prison qu'un homme en prison? Ouais, pour moi, c'est plus dur d'être une femme en prison qu'un homme. Pourquoi? Parce que le ministère pense plus pour les hommes que pour les femmes. Pourquoi? La réponse, elle est simple. 3,5 de femmes incarcérées. D'accord, ok. Pour tous ces bons hommes qui sont incarcérés. Inévitablement, quand on sort quelque chose, quand on pense à une amélioration, on va tout de suite penser homme
clic, Ok. clic, clic. Et par contre, les femmes, on va les oublier. Mais elles Hmm. sont là. Hmm. Elles existent. Elles aussi, elles voudraient des formations. Elles aussi. Des métiers. Bien sûr, profiter de la prison pour que la prison soit un levier pour éviter la récidive. Bien sûr. C'est ça l'objectif. Il y a eu au centre pénitentiaire de Rennes des passages différents de personnel de direction qui ont mis beaucoup d'impulsion pour justement que ces femmes ne soient pas oubliées. Qu'ils ne fassent pas que de la couture toute la journée. Voilà, parce que le ministère, ils pensent Mhm. prison, ils vont pas. On a des exemples assez rigolos, je dirais, hein, mais bon. Comme quoi, par exemple? Comme le kit arrivant. Dans un kit arrivant, on oublie qu'il y a des femmes. Alors, on met des serviettes périodiques qui ne sont pas du tout adaptées, par exemple. D'accord. On ok. met la mousse à raser avec le rasoir. Hmm. C'est pas. D'accord, le c'est plus pas, important. c'est pas adapté pour les femmes. D'accord. Alors c'est pour ça que heureusement qu'il y a des chefs d'établissement avec son staff qui pensent et qui mettent en place des tas de trucs. Et aujourd'hui, ça bouge pas mal quand même, heureusement. Heureusement. Est-ce que tu as déjà rencontré des femmes qui étaient foncièrement mauvaises en prison? Oui. Ça existe alors? Ok. Oui, des femmes qui sont de grandes manipulatrices. Et avant de comprendre qu'elles sont foncièrement méchantes, eh ben, tu te fais avoir, même avec de l'expérience. T'as un exemple? J'ai quelques exemples, oui. Alors, des femmes condamnées à des longues peines. Moi, je pense à une, entre autres, qui avait commis un acte extrêmement grave avec la complicité de son fils. Ça, déjà, quand tu commets un acte grave avec ton enfant, Hmm. comme complice, déjà, ding-ding-dong quand Mm. même. Hein. Mais très lisse, très agréable, avec beaucoup d'éducation, des échanges très corrects. Et puis d'un seul coup, alors, ça t'arrive en boomerang, tu comprends pas pourquoi. D'un seul coup, tu découvres le personnage et tu vois que le personnage n'est pas si sympa que ça en fin de compte. D'accord. Un peu tordu, quoi, pour arriver à ses fins. T'as Pour senti que dans la discussion... Ouais, pour arriver à ses fins, sur les autres détenus, on va balancer quelques conneries pour être la meilleure de la classe. Ok. Dire, moi, vous savez, moi, je fais pas ça. Mais là, il y a de la drogue. Hein. Là, il y a de la drogue qui rentre, hein, c'est sûr. Hein. On vient vous raconter ça. C'est une forme de manipulation, quoi. Bien sûr, ok. Hein, moi, je suis bien. Moi, je suis que bien. Ben non, t'es pas bien, madame. Ouais. Si t'es là, t'es pas que bien. Est-ce qu'on peut dire ce qu'avait commis cette personne? Cette personne avait utilisé son fils et un copain de son fils pour faire tuer son mari. D'accord. ok. Parce que son mari avait de l'argent et en plus de très belles assurances-vie. Donc elle voulait récupérer l'argent du mari et les assurances-vie avec. Ouais, la totale. ok. Elle a été condamnée à une peine très importante, une grosse peine, hein, et elle n'a pas terminé sa peine, elle est décédée d'un cancer en prison. Est-ce qu'il y avait souvent des règlements de compte ou des bagarres en prison? Alors, chez les femmes, c'est complètement différent que chez les hommes. Les hommes, ils vont se taper dessus, puis ça va y aller hein, jusqu'au sang. Hein. Chez les femmes, on se tape dessus, mais c'est différent. C'est Ok. beaucoup plus sournois. Ok. Hein. Les femmes, elles vont raconter des histoires, les unes sur les autres, des vrais commères. Entre autres, quand il y a fait entrer l'accusé, par exemple, pour citer cette émission-là, le lendemain, c'est règlement de compte au Quai Coral. C'est-à-dire que la détenue qui est passée à la télé a fait pire que les autres. Ben, les autres, elles oublient pourquoi elles sont là, des fois. Là, il faut remettre les pendules à l'heure. On dit non, écoutez, vous arrêtez là, vous arrêtez de juger votre co-détenu, vous n'êtes pas là pour rien. C'est ça, chez les bonnes femmes, c'est un peu ça. Ok, c'est une Chez cour les d'école bonnes un petit femmes, peu. c'est un peu, voilà, la cour de récréation, des conneries. Et je te raconte des histoires sur ton dos, mais oui, toi, quand tu étais en maison d'arrêt, il s'est passé ci, c'est passé ça. Des histoires à n'en plus finir. Qu'on traîne pendant des lustres, on traîne. Ok, donc ça fait des histoires. La prison des femmes, c'est des histoires. Alors, c'est une pelote de laine, vous tirez la pelote de laine et il y a des nœuds. Et le nœud, ben, il faut essayer de comprendre pourquoi Madame Attel regarde pas Madame Attel, pourquoi Madame Attel dit du mal de Madame Attel. Enfin, D'accord. bref. Et toi, du coup, j'imagine que tu devais essayer de calmer un peu les tensions, Ah bah oui, de trouver des c'était- solutions, bah, c'est ça, hein, c'est réguler. médiateur. Réguler constamment. Ok. C'est épuisant, Ah ouais. mais on peut écrire un livre. Bien sûr. C'est ça qui est Ouais. intéressant. Et on peut prendre plein de notes. Et sur l'être humain, on en découvre. Hein. Qu'est-ce que tu as découvert de l'être humain, toi? Bah, qu'il n'est pas toujours simple. Et qu'il est parfois très très compliqué et il peut décevoir. Il n'y a plus grand-chose qui m'étonne sur l'être humain. Est-ce que dans les prisons, vous êtes armé quand vous vous promenez pour votre sécurité? Mais heureusement, non, on n'est pas armé. Pourquoi heureusement et qu'est-ce que vous avez? Une arme, ça peut se retourner contre nous. C'est vrai.
C'est vrai. Hein, un manque de vigilance, un manque On de... te l'arrache. On te l'arrache et puis tiens, ça arrive bien chez les policiers. Donc non, non, on n'est pas armé. Le personnel pénitentiaire est armé dans les miradors et au moment des extractions judiciaires. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu as pour te protéger alors? Ou pour faire appel à quelqu'un si tu es en danger? Alors moi, j'ai terminé avec une alarme portative D'accord. qui est très plate et qu'on a sur le côté. Donc tu tapes sur l'alarme, ça Oui, déclenche ça direct déclenche. au... Et ça déclenche au PCI, et au PCI, poste de contrôle. Hein. Et là, le personnel vient à notre secousse tout de suite. C'est un travail d'équipe, hein, le travail de Bien surveillant. sûr. Un surveillant, d'abord, ne doit pas travailler tout seul parce qu'il se met en danger. Est-ce qu'il y avait une grosse cohésion d'équipe, justement, entre collègues, un lien fort? Moi, j'ai travaillé dans de très bonnes conditions. Et je rends hommage à mes collègues parce que j'avais des collègues vraiment très sympas. Mais je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Sur la cohésion d'équipe et le respect des grades. On est là pour faire équipe. On est là pour respecter les règles. Chacun sa place. Il y avait de la cohésion, mais ça peut être amélioré, quoi. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Il y a beaucoup de travail à faire. Est-ce que les détenus ont le droit d'avoir des objets sur eux, des objets personnels Qu'est-ce qu'ils ont le droit d'avoir sur eux? C'est-à-dire, Je sais pas, leur papier d'identité. ils ont une carte d'identité interne. La pénitentiaire leur fournit une carte de circulation. C'est-à-dire qu'à tout moment, on peut contrôler l'identité d'un détenu. Sur lui toujours. Sur lui, Ok. il doit toujours l'avoir. Est-ce que les détenus ont un téléphone portable? Normalement, non. Il paraît qu'il y en a partout maintenant. Hein. D'accord. Maintenant, Mais- officiellement, non. Officiellement, non. Officiellement, non. Mais apparemment... Parce que des fois, je vois, moi, même sur TikTok, des fois, quand je me balade, il y a des lives TikTok et il y a des gens qui filment depuis les cellules de prison, la cour, par exemple. Oui, bien sûr, mais je ne vais pas te dire que les téléphones portables ne circulent pas, je serais une menteuse. Bien sûr, il y a des téléphones portables. Bien sûr, il y a de la cam en prison. Ouais. Bien sûr, voyons. On se réveille là parce qu'il y a eu un drame Ouais. et on se pose plein de questions. Mais les questions, fallait se les poser bien Bien avant. sûr. Et est-ce que quelquefois, c'est pas mieux qu'il y ait un peu de cam qui circule pour calmer un peu les tensions? Normalement, non. Hein, c'est Est-ce que quand vous voyez de la cam, vous confisquez systématiquement? systématiquement. Ok. Systématiquement. Vous laissez pas un petit peu parce qu'il est Non, gentil systématiquement. Et on doit faire un rapport circonstancié. D'accord. Et ok. qui va souvent chez le procureur. Hein. D'accord, donc ça La ça cam, monte, elle arrive de quelque Bien part. sûr. Des fois par-dessus les murs, ça, ils jettent des fois par-dessus. Oui. Ben, bien sûr. C'est quoi les trucs les plus fous que tu as vus dans les cellules de prison? Des objets un petit peu inédits ou des trucs J'ai pas été choquée. Ok. J'ai pas été choquée. Des objets du quotidien? Oui, les objets du quotidien ne m'ont pas dérangée. Non, franchement. Une directrice a mis en place des godemichets. Si ça fait. Ok. Si, enfin, elle a accepté que des godemichets rentrent. Moi, si les femmes. Ok, non, c'est partie de l'intimité de la personne. Ok, ok. Sans commentaire. Ça marche. Est-ce que pour les détenus qui se comporteraient mal, il existe une sorte d'isolement? Il n'y a pas de quartier d'isolement. Enfin, jusqu'en 2017, il n'y avait pas de quartier d'isolement au centre pénitentiaire des femmes de Rennes. Mais il y avait des mesures qui étaient prises et qui sont certainement toujours prises pour des détenus qui étaient un peu déviantes, plus. Ce qu'on appelle le confinement, les D'accord. cellules de confinement. C'est-à-dire qu'elles ne sont plus dans la règle des autres détenus, elles ont un régime particulier. Ouverture, fermeture de porte, accompagnement par du personnel de surveillance dans tous leurs déplacements. Et du coup, ils faisaient leur promenade à part, à c'est part, ça? oui, à part. Ok. Qu'est-ce qu'elles font les femmes en promenade à l'extérieur? Qu'est-ce qu'elles font? Du sport, comme on voit Alors dans les elles marchent films? beaucoup, Elles marchent, ok. elles tournent, toujours dans le même sens. Ok, elles font des pas, ouais. Ouais, elles tournent. Elles se regroupent, hein, je l'explique dans mon Ok. livre d'ailleurs. C'est assez impressionnant de regarder une cour de promenade. Il se passe beaucoup de choses sur une cour de promenade. Alors elles se regroupent en communauté. Les toxicos entre elles, hein, à faire leur trafic divers et variés. Parce que si elles ne trouvent pas de drogue, il y a les médocs. Ok. Hein, alors les médicaments, je te passe un médicament, je te le mélange avec un autre, je te fais un bon cocktail. Ah, mais c'est des chimistes, Là, ça fait là. des... Ah, on a des chimistes, mais... Alors là, c'est pas la peine de faire des études de médecine. Hein. Ah ouais. On a des personnes détenues, faut voir un peu les cocktails qu'elles font. Elles rentrent en promenade, elles sont raides, elles sont bien, elles ont les yeux bien ouverts, tout. La promenade se termine, Ouais. faut une civière. Hein. Waouh. Elles sont complètement explosées. Elles sont shootées. Complètement. On a fait des mélanges de médicaments. Là, tu les reconnais plus. Hein. Ok. Autant le matin, tu discutais avec elles et puis tu arrivais à avoir une conversation presque intéressante. On arrivait à les mettre au boulot. On avait quand même des perspectives. Ah, mais une fois que les médocs sont pris, alors là, Shootées, shooter à mort, voire très agressive. Obligée d'utiliser la force quelquefois pour certaines. Hein. Ah oui. Combien de temps durait la promenade? La promenade peut durer l'été 2 heures, 2 heures et demie. Hein. Le matin, c'est un peu compliqué parce que les personnes détenues travaillent et sont très occupées. L'après-midi, c'est les activités. Donc, Ok. dans les activités, on
on met la promenade. Donc une détenue qui veut rester 2 heures à la promenade peut rester 2 heures à la promenade. Vous aviez une salle de sport, de Oui. musculation? On a un grand gymnase au centre pénitentiaire des femmes de Rennes D'accord. qui a été construit par les compagnons du devoir avec des détenus. Waouh. C'est une très belle histoire. Ok, super. Hein, sauf qu'ils ont oublié de mettre le chauffage. Ça, c'est embêtant. Ah, bon, L'hiver, je peux te dire qu'ils se les pèlent. j'imagine. Oh, alléluia. Ah, il faut être solide. Hein. J'imagine. Mais par contre, la démarche était vraiment très intéressante. Les compagnons du devoir, avec une dizaine de détenus, et les détenus ont validé leur acquis. D'accord. Hein, alors, il y en a qui faisaient de la menuiserie, de la plomberie, l'électricité. Et franchement, c'était une très belle expérience. Années 90. Valider les acquis, c'est important pour la réinsertion après? Bien sûr, pour trouver du boulot. Pour trouver du boulot. Et puis même pour continuer. Une fille qui avait travaillé le bois, parce que les compagnons du devoir, chapeau bas quand même, hein. Mhm. C'est des messieurs. Hein. Une fille qui a travaillé le bois, qui a envie d'en faire quelque chose. Oui, une fois qu'elle est sortie de prison. Une fois qu'elle est sortie de bien prison, sûr. si elle a envie d'aller en apprentissage, pourquoi pas, chez un menuisier. Moi j'ai connu, on avait une 10-12 détenus à peu près qui travaillaient là-dedans à faire ce gymnase, et j'en ai connu au moins deux qui sont partis vers des métiers du bâtiment. D'accord. C'est pas mal, hein? Super. Mm. Quel type d'activité elles peuvent faire au sein de la prison? Alors On a parlé de moi- la couture, de la Oui, menuiserie. il y avait de la couture parce qu'on est une grande régie. Hein. Les femmes faisaient beaucoup de couture, les uniformes des personnels. Ok. Avec Saint-Martin-de-Ré chez les hommes et puis un autre établissement. Ok. Il y avait la cuisine aussi, tu me disais? Oui, la cuisine, oui, bien sûr. C'est les femmes qui préparent le repas avec une équipe pluridisciplinaire de personnel technique. Hein. On ne laisse pas les détenus comme ça En cuisine, faire à et manger faire ce que vous voulez, ouais. à 200 détenus. Hein. Il y a Bien quand sûr. même du personnel qualifié et chapeau bas d'ailleurs, parce que vous savez, dans une prison, la température, c'est beaucoup la bouffe. Hein. Oui, l'ambiance. Ouais. Alors quand la bouffe n'est pas bonne, C'est- c'est compliqué. Est-ce Hein. que la bouffe était bonne? Franchement, chapeau bas à ce personnel. Ouais. Parce qu'en plus, ils innovaient beaucoup de choses. Ok. Ils innovaient et il y avait des moments où les détenus s'impliquaient beaucoup quoi, Ok. dans la façon de présenter les plateaux sûr. repas. Bah, c'est important, ouais. C'est important, c'est important. Est-ce que les détenus peuvent choisir ce qu'ils avaient à manger, ou c'était imposé, c'était un plat standard? Non, c'est un plat standard, comme à la cantine. Ok, comme la cantine. Exactement comme comme dans une cantine scolaire. Pas mieux, pas pire. Ok. Par contre, les régimes, on les respecte. Hein. Je sais Ou pas, halal, je sais pas, peut-être. oui, les religions sont respectées également. Ok. Les sans-porc, ça c'est du sans-porc et puis c'est tout. On ne discute pas, c'est l'application de la loi. Quel type de profil il y avait comme femme dans cette prison? Moi j'ai eu tous les profils. Parce que en prison, le riche qui rentre riche, il reste riche. Ok. Le pauvre, il s'appauvrit. Et la prison, en fait, c'est un lieu de rencontre où des riches et des pauvres se sont rencontrés. Ils ont fait même union. Et s'ils n'étaient pas venus en prison, les uns comme les autres, ils se seraient jamais rencontrés dehors. Hein, ça, c'est sûr. Donc la prison, j'ai rencontré tout, de tout. Des jeunes, des moins jeunes, des vieux, des Ça allait de quel âge à quel âge? 15 ans et demi. Ah, il y avait des femmes de 15 ans et Et demi? bien sûr, moi j'en ai Wow. gardé à 15 ans et demi. Mineurs, oui. ok, je pensais que... Mineurs, il y avait un quartier mineur, il y avait 5 places Waouh. jusqu'en 2017. Qu'est-ce qu'elles ont fait pour être en prison à 15 ans et Ah demi? ben, à un moment donné, quand un juge pour enfants, il peut plus. Quand tu voles avec violence, quand tu tapes sur des vieux, que tu utilises un couteau puis que tu veux tuer ta mère, ton père ou ton frère, à un moment donné, le juge, il a plus de ressources. Il a utilisé toutes ses cartouches. Il n'apprécie pas de mettre... Moi, j'en ai eu au téléphone des juges pour enfants. Hein. Ils n'apprécient pas, mais c'est leur dernière cartouche. Quand ces filles de 15 ans et demi arrivent en prison après avoir commis autant de délits, comment elles sont? Elles ont une grande gueule, elles vous répondent, ou au contraire, ça les calme de Oh là suite? là, elles sont ingérables. Elles n'ont peur de rien. Elles n'ont peur de rien. Quand j'entends aujourd'hui à la télé qu'on s'étonne que des jeunes de 15 ans volent des voitures, refusent d'obtempérer auprès de la police ou de la gendarmerie, écrasent des gens et les laissent pour morts, tout le monde semble se dire mais c'est pas possible à 15 ans. Bah si, c'est possible. Moi, dans les années 90, je les avais déjà, ces jeunes-là. Des jeunes filles qui volaient des bagnoles, Ouais. qui tapaient, qui couraient après les vieux. Les personnes âgées allaient au distributeur automatique pour aller chercher leur malheureuse retraite. Les jeunes attendaient, bingo, et puis je te prends ton sac et je te laisse là. Mais ingérable, ingérable. J'ai jamais eu autant de mal Ouais. à gérer des conflits. Et d'ailleurs, j'en ai une. Je l'ai connue, elle avait 15 ans et demi. Un bébé, hein. Mais un bébé qui faisait des tas de conneries. Hein. Mais des tas de conneries. Aujourd'hui, elle a un peu plus de 30 ans. Elle est passée aux assises en 2017. Je suis allée à ces assises. Je l'ai regardée. Elle a 30 ans. Je lui ai dit, mais quand est-ce que tu vas te mettre dans le chemin? Bah oui, je sais.
je sais. Vous m'avez déjà dit ça, Mme Morel. Mais en prison, je suis bien en prison. Hein. Ah oui, mais il a fallu du temps. Hein. Je rentre, je sors, je rentre, je sors. D'accord. Ah, puis je me réinsère, Mme Morel. Je vais travailler, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais, rentrer. Puis j'ai trouvé un copain. Hein. Ah bah oui, heureusement, j'ai trouvé un copain. Ah bah tu parles du copain. Et je reviens en prison, mais c'est pas de ma faute, c'est la faute du copain, parce qu'il m'a mis dans le shit. Et tout est comme ça. Ok. Elle devrait sortir, là. Elle devrait pas tarder à sortir. J'espère qu'elle va enfin se calmer. Mais c'était impressionnant, quoi. Qu'est-ce que tu faisais pour réussir à les calmer, les tempérer au bout d'un moment? C'est quoi, c'est le temps? Il faut travailler en équipe pluridisciplinaire. On peut pas tout seul. Faut parler, faut parler, faut parler. Moi, j'avais beaucoup de chance, c'est que j'ai eu des cheveux gris à 35 ans. Donc, c'est pas mal. J'aime pas crier après les deux. T'étais cries, cool, là, t'étais cries. cool. Je dis, allez, vas-y. T'en as après tout le monde, là, moi avec. Vite ton allez, sac. vas-y, vite ton sac. Et puis, à un moment donné, je sais pas ce qu'il faisait. Elle se calmait. Et puis, elle se mettait à pleurer. Et quand elle pleurait, j'arrivais à tirer un peu les ficelles en lui disant, mais est-ce que c'est un comportement? Regardez le comportement que vous avez. Regardez, vous avez entendu tout ce que vous m'avez dit, là? Ouais, c'est vrai, c'est pas bien, maman, c'est pas bien. Oh, mais ça va pas, j'en ai marre. Puis j'ai pas de tabac, et ça commence. T'avais le rôle d'un parent un petit peu? Je pense que pour elle, oui. Et je me souviens, je vais vous parler d'une anecdote, c'était en 2017. La dernière fois que je l'ai vue, elle sortait de garde à vue, 3 jours de garde à vue pour avoir planté une fille, et bien plantée. Donc là, elle partait pour les assises. Hein. Ouais. Je lui dis, là c'est les assises, ma petite fille. Hein. Autant avant, c'était le tribunal correctionnel. Là, Assise, c'est le niveau. là, vous êtes au bout du bout, là. Elle dit, oui, ça n'allait pas. Bon, alcoolisée, droguée, héroïne, hein. On n'est plus au cannabis, là. Ouais. Et on est avec un port d'armes sur elle, un couteau, cran d'arrêt. Une engueulade avec sa copine, elles n'étaient pas d'accord. Une copine du moment, certainement, clac, 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 elle s'engueule, coup de couteau dans l'œil. La fille perd un œil. Donc là, c'est les assises. On ne discute même pas. Et je lui dis, là, vous êtes bien, là. Là, vous partez pour quelques années, quand même. Hein. Et je crois que c'est la seule fois où je l'ai vue déstabilisée complètement. Je lui ai dit, moi, je pars à la retraite, hein. Donc on ne va pas être longtemps ensemble. Néanmoins, je vous connais depuis toute petite, hein, 15 ans et demi, c'est inoubliable. Hein. Je dis, je vais vous aider. C'est-à-dire que je vais vous trouver des vêtements, parce que quand tu arrives de garde à vue... Et puis, c'est pas sur sa mère qu'il fallait qu'elle compte. Hein. Elle a été élevée par l'aide sociale à l'enfance. Okay. Sa maman est présente, mais sa maman n'a pas été capable de l'élever, de lui montrer le chemin. Et le papa est inexistant. Il y a des frères et sœurs, elle est l'aînée d'une fratrie. Très, très compliquée, son histoire. Il y a des mains qui se sont tendues, hein, aussi bien à l'ASE qu'à la prison. Lors d'une de ses énièmes incarcérations, elle est sortie, elle avait un logement, elle avait un travail, que son travailleur social pénitentiaire lui avait trouvé. Elle a préféré les copains, la cam. Après, on n'a pas de jugement à faire, mais je pense qu'il y a quand même une grande souffrance derrière tout ça. Elle ne m'a pas vue très longtemps lorsqu'elle est arrivée pour la dernière fois. Néanmoins, je lui ai dit, bon, je vais vous aider. Pas d'aide à l'extérieur, c'est pas le copain qui va venir la voir. Hein. Je lui ai trouvé des vêtements, au même titre que les autres. Hein. Mais bon, elle était attachante. Elle faisait partie de mon histoire. C'est une gamine avec qui j'ai fait un sacré bout de chemin quand même. Bien sûr. Oh là là. Je lui disais souvent, toi, tu es une attachante. Parce que tu me fais chier. On n'a pas le droit de dire ça. Hein. Ouais, mais je dis à un moment donné, hein, tu vas... Non, il n'y a pas moyen. Non, ça a été l'échec. Il n'y a rien à faire avec... Non. J'espère pour elle qu'elle s'en sortira, mais elle est très abîmée par l'alcool, par les produits stupéfiants. Donc à mon avis, ça va être difficile pour elle, mais j'espère pour elle. Est-ce qu'en prison, ce sont des hommes ou des femmes en l'occurrence, comme vous et moi, qu'on croise dans la vie de tous les jours? Est-ce que c'est monsieur et madame tout le monde qu'on est en prison? Bien sûr. Ou alors est-ce qu'ils ont tous des cicatrices à l'œil? C'est monsieur et madame tout le monde. D'ailleurs, quand je suis rentrée à 21 ans pour la première fois en prison, que j'ai vu, franchement, je suis rentrée en 1980. La première fois que j'ai vu des détenus devant moi, j'étais avec ma tutrice, parce qu'à l'époque, on avait une tutrice, et elle me dit, on va rentrer dans un atelier. Tu me suis? Moi, je faisais rien, j'étais en période d'observation. Ouais. Donc, je suis ma tutrice, je regarde. J'avais une trentaine de détenus devant moi. J'étais anéantie. Je les trouvais belles. Mais je vous assure, je les trouvais belles. Alors, je me dis, mais... Qu'est-ce que je suis? Pourquoi j'ai pensé qu'elles étaient tordues, qu'elles avaient des têtes de monstres? Pourquoi j'ai pensé ça? Je m'en suis voulu après. Et puis en discutant tranquillement avec elles, condamnées à 20 ans, condamnées à 15 ans, condamnées à 10 ans. Alors chez les femmes, c'est beaucoup des histoires intrafamiliales. Infanticide par exemple, souvent. Infanticide, conjoint ou la conjointe. D'accord. Beaucoup d'affaires de stupéfiants. Donc ouais, c'est des gens qu'on peut trouver dans la rue en fait, on pourrait
pourrait les croiser Bah, bien et sûr, ça jamais... peut être ma voisine, ça peut être une collègue de travail, tout le monde Bien sûr. Oui, elles n'ont pas une étiquette particulière. Est-ce que quand des détenus sont condamnés à vie, ils peuvent quand même sortir au bout d'un moment? Ou alors non, à vie, ça veut dire à vie? Je ne connais pas de détenus condamnés à vie, ça n'existe pas. Il y a toujours un moment, au bout de 15 ans, 20 J'ai ans... côtoyé des détenus condamnés à des peines de réclusion criminelle à perpétuité, et elles sont toutes sorties. Au bout d'un moment, ok. Ouais. On leur donne une seconde chance. Il y a une justice qui repasse. Il y a un magistrat qui siège avec une équipe pluridisciplinaire. Si la détenue présente un dossier qui tient la route et si elle a fait une détention... Exemplaire. Ouais, je dirais pas exemplaire parce qu'il y a toujours des petites choses qui vont pas. Mais... Et puis, il y a un suivi médical, socio-judiciaire. On sort plus comme ça, hein. On doit rendre Bien des sûr, comptes ouais, quand ouais. même. Et heureusement, je connais une détenue condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité qui est sortie 2010 de mémoire. Elle a repris contact avec moi là, lorsque mon livre est sorti, donc par l'intermédiaire des éditions Talendier. Elle m'a écrit une longue lettre. J'estime que quand on m'écrit, j'ai pour politesse de répondre. Donc j'ai pris contact avec elle et ça fait 10 ans qu'elle est sortie et 10 ans qu'elle continue à rendre des comptes au juge d'application des peines. D'accord. 10 ans. Donc, elle rend des comptes, ça veut dire qu'elle doit dire... Elle est convoquée. Elle est convoquée. Faire un et- point. Oui, avec des justificatifs. La loi a évolué quand même là-dessus. hein. Ok. Ça reste sévère, mais bon, tant mieux quelque Et part aussi. tant mieux pour la société, tant Bien mieux. sûr. Mettre des gens comme ça dehors, après 25 ans d'incarcération, on prend des risques quand même. hein. Il y a des faits divers qui sont un peu troublants, hein, qui nous résonnent dans... Ça me résonne là, des mecs qu'on a mis dehors et puis qui se sont vite dépêchés de recommencer pour... Peut-être que pour eux la prison était sécuritaire aussi, peut-être. Est-ce qu'il y a des femmes qui se sentent mieux en prison aussi, qui se sentent bien en prison? Eh bien moi j'ai souvent entendu des femmes me dire « La prison a mis un frein à mes conneries », premier point. Une autre qui m'a dit « La prison m'a sauvée ». Ok. Ah bon? Alors, pourquoi elle vous a sauvé? Parce que mon mari m'aurait tué. Alors, je l'ai tué, c'est sûr, mais il m'aurait tué. Donc, la prison m'a sauvée. Et la troisième chose qui m'a touchée, la prison m'a permis de me reconstruire, Ok. De trouver un métier, d'avoir des horaires fixes, un cadre. d'être libre. Non mais il faut l'entendre ça. Ouais, ouais. Et je raconte pas de conneries. Je revois la détenue qui m'a dit... Il y a au moins 2 détenus qui m'ont dit ça, mais dont une que je revois, c'était une fille, une Bretonne, qui me dit « Grâce à la prison, je me suis reconstruite. Je suis libre. Parce que j'ai pu, mon bonhomme, qui m'empêche de vivre et de respirer. » Et elle m'a donné en effet des exemples. Wow. Elle n'avait pas la main sur le budget, elle n'avait pas la main sur ses vêtements. Enfin bref, c'était... D'accord, elle était mieux en prison que dans son couple à l'extérieur, quoi. Et je lui dis, vous auriez pu faire autrement quand même. Vous auriez Que pu le tuer, ouais. Vous auriez pu vous séparer. Ah ben non, c'était pas possible. J'imagine qu'il y a des maris hyper violents. Et... Après, elle me dit ce qu'elle veut. Ouais, Moi, ouais. je connais pas le mari, hein. Donc elle me dit ce qu'elle veut. Mais elle me l'a dit, qu'elle s'est sentie libre en prison. Faut le faire quand même. Waouh. Faut le faire. Est-ce qu'il faut avoir du caractère pour être surveillant de prison? Bah ça, il en faut. Hein. De l'autorité? Il en faut sous la casquette. Hein. Du bagou, du répondant? Il faut du répondant. Il faut avoir une personnalité très, très, très carrée. On n'est pas là pour rigoler. On se conditionne? On se conditionne, on a affaire à des personnes qui sont sorties du cadre, qui sont sous main de justice, donc on doit avoir une tenue, déjà une tenue exemplaire. L'uniforme de la République, on ne le porte pas n'importe comment. Et déjà, l'uniforme met la distance, inévitablement. La tenue doit être correcte, le langage doit être correct, et on met la distance. Et après, ça roule. T'as déjà dû calmer des détenus Entre elles. entre elles ou qui étaient vers toi un petit peu trop hautains ou Ah bah bien sûr, violents vers bah toi? bien sûr, mais c'est normal, Mm. c'est tout à fait normal. Madame, vous ne me parlez pas sur ce ton-là. Je vous parle correctement. Est-ce que j'ai élevé le ton? Non. Est-ce que je vous ai mal parlé? Non. Alors parlez-moi correctement. Et ne me tutoyez pas, s'il vous plaît. On ne se connaît pas. Vous voyez, il faut poser le cadre. On peut parler de tout avec une détenue. Elle vous parle de son passage à l'acte, pas de problème. On va pas lui dire ce que vous avez fait, la madame, c'est pas bien. On va Non. pas la rabaisser. Hein. Non, c'est pas notre boulot ça. Elle est passée en cour d'assises, elle sait pourquoi elle est là. Et si la personne détenue dit, vous en pensez quoi? J'en pense rien, madame. C'est pas mon boulot ça. Et ça c'est avec l'expérience. Bien sûr. L'expérience et puis le respect des vieux aussi. Moi, j'ai appris mon métier avec les anciens. Les anciennes, elles m'ont passé des messages. Je les ai respectés, même si j'étais pas toujours d'accord, qu'elles me pompaient des fois. Mais ça fait rien, c'est pas un problème. On apprend.
Elles ont du vécu, elles ont de l'expérience, on apprend avec l'ancien. Un jour, j'ai un jeune gradé qui arrive, on le met en doublure avec moi. Il avait une trentaine d'années, moi j'approchais de la retraite, j'avais peut-être 3 ans de la retraite à peu près. Il veut m'apprendre à moi mon boulot. Je lui dis, écoute, t'es gentil, t'es officier. Hein. Moi je suis pas officier. Hein. T'es officier, ok. Tu viens en doublure avec moi, mais tu vas pas m'apprendre mon boulot, garçon. Tu feras ton boulot comme tu l'as pensé, mais tu iras droit au mur. Tu iras droit au mur, parce qu'un détenu, ça se respecte, c'est tout. D'accord. Il voulait faire le cow-boy un petit peu. Le cow-boy de service, exactement. D'accord, ok. Alors moi, les cow-boys de service, je les contourne. J'ai même pas envie de discuter avec eux, j'ai pas envie. Ça m'intéresse pas. Qu'est-ce qui est le plus dur dans ce métier selon toi? Le plus dur, c'est vrai que ça m'est arrivé souvent, c'est qu'on a des filles qui sont pas mal devant nous, qui sont sympas, avec qui on peut avoir de la conversation. Moi, j'aime beaucoup lire. J'ai souvent échangé avec des détenus sur de la lecture. Vous sentez que vous avez des points communs, vous voyez ce que je veux dire? Il se crée une petite relation. Bien sûr, on est sur la même longueur d'onde, je dirais, quoi. Un film, c'est pareil, inévitablement. Il y a quelque chose qui passe. Ouais. Il y a des petites choses comme ça. J'ai même dit une fois à une détenue, elle était sympa, je lui dis qu'est-ce que j'aurais bien voulu vous avoir comme copine? Qu'est-ce qu'on aurait rigolé? Alors elle me répond, mais on a le droit de rire, Mme Aurel, c'est pas interdit. Je lui dis oui, mais bon, c'est vrai que Le cadre fait le cadre fait qu'on est obligé de mettre de la distance quand même. Mais franchement, j'ai rencontré des belles personnes. C'est dingue. C'est dingue, hein? Et donc ce qui est dur, c'est qu'il y a ce contact-là, mais qu'il y a une distance à respecter. C'est ça le plus dur. Ok. Et c'est ce qu'il faut passer comme message aux jeunes, aux futurs recrues. C'est pas facile. C'est pas facile de rester à sa place. On peut vite glisser. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Il y a aussi des gens tordus, hein, des détenus Oui, des tordus. manipulateurs. Des grands manipulateurs qui peuvent vous tirer. Et malheureusement, j'ai des exemples de collègues qui sont tombés dans leurs griffes. Et c'est dommage. C'est dommage parce que c'était des bons agents. Mais bon, Tomber dans leurs griffes, dans quel sens? j'ai connu par exemple une surveillante qui était un très bon agent hein, et qui a demandé sa mutation chez les hommes. Donc elle part, elle est mutée chez les hommes en vue d'une promotion sociale. Elle en avait marre de travailler chez les femmes. C'est vrai que chez les femmes, à un moment, c'est dur, hein, il faut être solide. Hein. Et elle me dit, tiens, j'ai eu ma mutation chez les hommes. Je ne vais pas le dire dans quel établissement. On fait un pot de départ, tout ça. Je la regrettais parce qu'elle était sympa, cette fille-là. Et puis, on déconnait bien, c'était bien. 1 an et demi après, j'apprends. Oh, alors, je suis tombée de ma chaise. Elle est tombée amoureuse d'un détenu. Oh, puis c'est parti. Parti en cacahuète, quoi. Bon, elle est tombée dans les griffes de ce détenu-là. Wow. Et puis, elle s'est fait serrer, bien sûr, c'est normal. Hein. Ouais. Là, elle n'est plus à sa place, pour le coup. Hein. Bien sûr. Et elle a été virée. La limite, La ligne, il faut faire sûr, attention. Bien Hein. sûr. Tu parles dans ton livre de la solitude des femmes en prison. Qu'est-ce que tu veux dire par solitude des femmes en prison? Quand je parle de la solitude, c'est qu'elles sont abandonnées. On en a déjà parlé tout à l'heure. Ouais. Elles sont abandonnées, c'est qu'il y a elles ont peu de parloir par rapport aux hommes. Et leurs enfants viennent les voir quand ils sont mineurs, quand ils sont accompagnés par des personnels de l'ASE, hein, l'aide sociale à l'enfance. Parce que l'aide sociale à l'enfance, c'est copier-coller avec la prison. Hein. Malheureusement, souvent dans l'histoire de la détenue, elle est passée par la case ASE. Hein. Donc les enfants de ces dames-là sont placés souvent aussi à l'ASE. Et puis abandonnés. Ouais, alors ils sont mineurs, ils viennent voir leur maman parce qu'il y a des obligations aussi. Ouais, hein. Le juge des enfants souhaite le lien familial. Mais après, ça s'épure. Quand ils grandissent, ils ne veulent plus venir voir leur mère. Quand ils deviennent grands ados, ils n'ont plus envie. D'ailleurs, il n'y a pas les téléphones portables, il n'y a pas la PlayStation. Oh là 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 là, s'il n'y a pas ça, mais ils sont... Oh non, non, non. Moi, je me souviens d'une UVF avec 2 ados. UVF, c'est... Alors, unité familiale, Okay. Unité de vie familiale. Okay. Les fameux appartements de 2003. Et j'avais 2 ados avec leur tante qui étaient venus voir leur mère. Ils venaient pour une journée. Au bout de 6 heures, la détenue elle déclenche l'alarme. Elle dit mes garçons, ils ne veulent pas rester. Ah bon, ils ne veulent pas rester? Ben non, il n'y a pas de PlayStation, il n'y a pas de téléphone portable. Donc. La limite des nouvelles de la génération Z, c'est ça là. Non, 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 là, ils étaient au bout de leur vie. Hein. Mais la maman a bien compris et c'est comme ça. Est-ce qu'il y a un profil type de détenu que tu retrouvais régulièrement, c'est-à-dire un parcours de vie assez similaire? Pas mal de détenus ont grandi sans l'image maternelle. Sans figure maternelle ou paternelle. Ou paternelle, oui, oui. Qui ont manqué de cadre. Un grand vide familial, une prise en charge par l'ASE, un parcours d'SDF. Ou alors une femme élevée par son père et sa mère, mais avec un père violent et alcoolique.
Ok. Donc avec des souffrances dans l'enfance, mais elle se met en ménage avec un violent et un alcoolique. Ok, elle Et on reproduit le schéma, il y reproduit a le tout schéma, un truc là-dessus, ok. Il y a des médecins qui ont réfléchi à tout ça et c'est vrai, hein. Ok. J'ai entendu souvent des femmes me dire « Mon père battait ma mère parce que mon père était alcoolique, mais moi j'ai pas choisi mieux, j'ai choisi un homme alcoolique. » Et souvent, toxico. On rajoute du toxico maintenant. Bien sûr. Est-ce que la prison, c'est une micro-société? Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par micro-société? Complètement. C'est-à-dire que dans la prison, on retrouve ce qu'on retrouve dans le petit village, quoi. Il y a Ok. l'église, Ok. il y a l'épicerie. Mhm. Bah oui, il faut bien Qu'est-ce qu'elles peuvent acheter? tout, enfin tout, je m'entends. Quoi, il y a des Euh, cigarettes, oui, du oui, magazine? bien sûr, il y a les magazines, il y a l'alimentaire, il y a les journaux, Ok. tout quoi, tout ce qu'on trouve dans une petite supérette. Sauf qu'elles, elles ne vont pas à la supérette, elles ont des bons et elles remplissent les bons. Ok. Et chaque jour égale par exemple, je dis n'importe quoi, hein, le lundi c'est l'alimentaire, le mardi c'est les cigarettes, le mercredi c'est les produits d'hygiène et d'entretien, Ok. le jeudi ça va être les revues, Ok. le vendredi ça va être la viande rouge par exemple, si elles Oh. ont envie de s'offrir de D'accord. la viande rouge. Dans ces prisons, il y a des cantines Oui. et les femmes peuvent acheter de la nourriture, par Oui, exemple. oui, de tout. Et il paraît que ces produits sont plus chers Alors, qu'à l'extérieur. c'est vrai, ça a fait polémique à une époque parce qu'il y a des fournisseurs qui se graissaient. Mais justement, il y a des directeurs qui sont montés au créneau pour rétablir les choses et maintenant, tout passe par une centrale. Ok. Qui dit centrale dit prix régulier. D'accord, ça aligne les prix. Ça a aligné les prix. Mais c'est vrai qu'à Ok. un moment donné, tout comme les téléphones d'ailleurs, parce Mhm. qu'il y a des cabines de téléphone en prison, hein. Ok. Les personnes détenues peuvent téléphoner. Et là, pour le coup, c'est régulé, c'est acté, il n'y a pas de problème. C'est sur écoute, j'imagine. Accessible. Pas pour toutes les détenues. Ok, Ça, c'est du cas par cas. C'est du cas par cas, ça c'est un autre registre. Mais l'accès libre au téléphone, oui, mais sous contrôle de l'administration pénitentiaire. Eh bien, il y avait des fournisseurs, et peut-être même encore aujourd'hui, qui se graissent en passant, hein, Ok. au niveau du coût, hein. Donc là, il faut remettre de l'ordre. Il n'y a pas de raison qu'on se fasse de l'argent Sur des plus détenus. sur des détenus. Enfin, ça va pas, ça. Quel est ton meilleur souvenir en prison? Un souvenir extraordinaire. Dans les années 90, au moment du SIDAction, on a reçu la chanteuse Barbara. Barbara Streisand? Non, Barbara, Ok. mon époque là. On mettrait un extrait. Ah bah, l'aigle noir. Alors là, comme ça me dit rien. Oh. Mais je suis sûr que si je l'écoute, je vais l'avoir. Ok, on mettrait un extrait pour. Ah, il y a intérêt, hein. Alors Barbara, Ouais. on a reçu cette femme qui est une femme extraordinaire. La chanson française, c'est comme Françoise Hardy, hein, c'est pareil. Ok, ok. Elle faisait partie avec d'autres artistes du groupe SIDAction Oui. dans les années 90. Elle est venue à la prison des femmes de Rennes faire un concert. Waouh. Elle a fait livrer un piano, parce que c'était une femme extraordinaire qui jouait du piano. Et elle a accepté que 10 détenus viennent autour d'elle chanter « Dis, quand reviendras-tu » Ok. C'est une détenue qui lui a demandé oh, j'étais heureuse, extraordinaire. C'est une détenue qui est allée la voir et qui lui a dit « Barbara, mais est-ce qu'on pourrait chanter avec vous ?» Elle aurait pu refuser. Elle aurait pu refuser, elle a accepté tout de suite. Elle a dit oui, quelle chanson voulez-vous? Et la détenue lui dit, dis quand reviendras-tu? Parce qu'elle avait un message à passer à ses enfants. D'accord. Et il y a eu une petite douzaine de détenus qui se sont mis autour du piano Waouh. et qui ont chanté avec elle. Et moi, j'étais là en spectatrice, parce que j'étais là en surveillance. Bien sûr. Ouais. Je m'étais bien arrangée pour y être, hein, parce que quand on m'a dit Barbara vient à la prison, alors là, qu'est-ce que j'aurais pas fait pour bosser ce jour-là et d'être là, je l'adore. Ah, j'ai dit c'est pas possible. C'était magique, ouais. Je suis moi, petite surveillante. Je suis dans une prison. J'ai jamais vu de ma vie Barbara. Bien. Je l'ai devant moi à 3 mètres avec des détenus autour Oui. qui chantent « Dis quand reviendras-tu » Incroyable. Mais c'est mon plus beau souvenir. Il y a souvent des artistes qui viennent. Bien sûr, il y a Yannick Noah, pieds nus. Ok, ok. Oui. Pieds nus, c'est important. Ah, très important. Et c'est quoi ton pire souvenir en prison? Eh ben, mon pire souvenir, j'en ai déjà parlé, c'est d'avoir décroché une détenue qui est morte dans mes bras. Ouais. J'en ai d'autres des pires souvenirs, hein. Une détenue pareille que j'ai connue à l'âge de 16-17 ans, oui, condamnée par les assises des mineurs. Elle avait dû prendre une dizaine d'années. Elle fait 10 ans, elle repart. Bon, elle fait sa peine, quoi. On n'en parle plus. Elle était mineure. Elle a dû partir. Elle devait avoir 25-26 ans. En 2015, on avait des transferts réguliers de détenus. Et je regarde la liste des détenus qui arrivaient dans le courant du mois de juin. Je regarde.
Je vois un nom, bien sûr, que j'ai... Oh, je dis, c'est pas possible, elle revient, elle. Je l'ai eue quand elle était gamine, quand elle avait 15-16 ans, quoi. Ouais. À l'arrivée du transfert, je dis, elle est bien là? Oui, elle est arrivée, oui, oui. J'ouvre sa cellule, elle me regarde, je la regarde, je dis, on se connaît? Oh, Madame Aurel, vous n'avez pas changé. Je lui dis, vous déconnez, quoi? Je lui dis, vous avez vu mes cheveux, ils sont plus gris, ils sont blancs. Et je dis, je porte des lunettes maintenant. Je dis, vous trouvez pas que j'ai changé? Ah non, vous êtes toujours la même. Ah bon, je lui dis, ça va, ça me rassure. Je dis, ça fait quand même 20 ans qu'on ne s'est pas vu. Hein. Wow. Oui, c'est vrai qu'elle me dit, ça fait 20 ans. Elle était déformée, difforme. Elle s'était rasé les cheveux, elle était bouffée par l'alcool, la gamme. Mais je lui dis, dites donc, vous êtes là pour un certain temps. Je lui dis, on va pas finir ensemble. Je lui dis, je pars bientôt. Ah, pas tout de suite, qu'elle me répond. Je lui dis, non, en 2017. Je dis, on est en 2015. Alors elle me dit, ben ouais, je suis là pour perpète. J'ai pris perpète, Mme Aurel. Je lui dis, oui, je sais, j'ai vu. Mais elle me dit, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Puis elle me regarde droit dans les yeux. Je vais vous dire quelque chose. S'il y avait eu la peine de mort, je la méritais. Waouh. Elle me l'a dit. Après, j'ai regardé le dossier, je dis oui, il n'est pas beau, en effet. Est-ce qu'on peut dire un petit peu ce qu'elle avait fait? C'était une fille qui était marginalisée complètement. Elle vivait avec un de ses fils qui était camé. On n'en dira pas plus. Ils étaient hébergés chez un copain qui touchait l'AAH, l'allocation d'adultes handicapés. Oui. Ça représente 900 € à peu près par mois, je crois. Hein. Et eux, ils vivaient du RSA, bien sûr, ou de pas grand-chose. Bon, ils vivaient chez le copain. Alors, ils s'étaient carrément installés chez le copain et tout. Et puis, au fil de temps, c'était plus la maison du copain, c'était leur maison. Puis, quand le copain, il a voulu commencer à se défendre, le pauvre bonhomme, Ouais. il s'est retrouvé à être martyrisé. Séquestré, etc. Séquestré, martyrisé, acte de torture et de barbarie pendant plusieurs mois. Et il a terminé vraiment dans un état, il faisait 30 kilos quand ils l'ont trouvé, quoi. Wow. Puis il l'avait frappé et tout ça. Enfin, c'était pas joli. Bon, elle me dit ça. Elle me dit, de toute façon, vous savez, Mme Aurel, j'ai pris la réclusion criminelle à perpétuité, mais si la peine de mort avait été toujours en France, je l'aurais eu. Je fais pas de commentaires, moi, là-dessus. C'est pas mon problème. Mais je l'accompagne au fil du temps. Je l'accompagne, bien évidemment. Puis un jour, elle vient me voir dans mon bureau. Je lui dis, alors, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Toujours pareil, aussi froide que d'habitude, toujours très droit dans les yeux. Elle me dit, Madame Aurel, je vous apprends que j'ai un cancer du poumon, j'en ai plus pour 3 mois. Je lui dis, que vous ayez un cancer du poumon, j'entends. Mais que vous ayez plus que pour 3 mois, je ne sais pas qui vous a dit ça, parce que je ne connais pas de médecin. Et je suis bien placée pour vous le dire, parce que je suis concernée par la maladie autour de moi. Je ne connais pas de médecin qui est capable de vous dire qu'il vous reste 3 mois à vivre. Elle me dit, moi, il m'en reste pas pour... Je suis pourrie. C'est logique, quoi. Pour elle, c'était logique. Okay. J'ai fait du mal, j'ai été condamnée à la réclusion criminelle, je dois crever en prison. Et je lui dis, mais on laisse pas... je suis désolée, je lui dis, on laisse pas les gens mourir en prison. On va vous soigner comme les autres, si je veux, qu'elle me répond. Je dis oui, c'est certain. Mais c'est pas avec moi qu'il faut discuter de ça. C'est avec le personnel de santé. Vous discutez de ça avec le personnel de santé, puis vous verrez après. Un protocole de chimiothérapie est mis en place. Elle fait 1 séance, 2 séances, 3 séances. La 4e séance, elle envoie chier tout le monde. Et elle dit, c'est moi qui décide, on me soignera plus. Ok. Terminé. Et elle est morte en prison. D'accord. Donc là-dessus, les prisonniers peuvent ou pas décider d'être soignés. Comme le citoyen lambda à l'extérieur. Bien sûr, ouais. Quelqu'un qui ne veut plus son protocole, il est en droit de dire au médecin, accompagnez-moi vers une fin douce. Ouais. Elle n'a même pas demandé ça, elle. Hein. Elle dit, terminez votre protocole. Puis elle était... Et du caractère. C'était quelqu'un qui était extrêmement difficile à gérer. Hein. Ouais. La prison, elle connaissait. Hein. Je peux vous dire que la délinquance, elle connaissait, elle. Hein. Elle était comme à la maison, un petit peu. Comme à la maison. Mais là aussi, ça m'a... C'est un échec, un petit peu. C'est un échec, quoi. On revient en prison. C'est horrible, quoi. C'est une vie de merde. Une vie de merde. Ouais. Et elle a embringué son fils, elle aussi. Ouais. Est-ce que tu t'es déjà fait agresser, toi, en prison? Alors, c'est arrivé, je me suis fait agresser une fois, assez violemment, dans les années 80. J'étais jeune surveillante, avec une polytoxicomane. D'accord. Une fille qui se camait énormément, qui était en manque. Parce qu'aujourd'hui, les histoires de manque, ça n'existe presque plus, puisqu'il y a le médicament de substitution. D'accord. Okay. On leur donne du Subutex, entre autres. On leur donne un dérivé d'héroïne, cocaïne, donc en médicament, bien sûr. Donc, on n'a plus tellement de femmes en manque, puisqu'elles ont ça. Mais dans les années 80, elles arrivaient, quelqu'un qui picolait, je peux te dire que pendant 4 jours, elle crevait. Elle crevait, elle n'avait pas son pinard. Eh ben, je peux
te dire qu'elle se cognait la tête mais il n'y avait rien. Ouais. On leur donnait rien à cette époque-là. La toxico, c'est pareil, elle était bourrée de tout. Elle était polytoxicomane. C'était un grand cheval, je me rappelle, une femme, oh mon Dieu, elle était grande, costaud. Une fille qui n'était pas du tout dans le profil du centre pénitentiaire de Rennes, mais on avait, à cette époque-là, il y avait eu un problème à Fleury-Mérogis, il y avait une mutinerie à Fleury-Mérogis chez les femmes, et on nous avait expédié ces bonnes femmes-là. Donc, elle faisait partie du convoi, celle-là. Et elle était au quartier accueil, on appelait ça le quartier accueil à l'époque, et moi j'étais seule ce jour-là, j'étais jeune surveillante, hein, pas assez aguerrie, quoi. Ok, hein. le Vous début, voyez, c'est le début. maladroite, certainement maladroite, hein, je me l'accorde parce que je pense qu'avec 10 ans de bouteille, j'aurais pas fait ça, quoi. J'ouvre la porte et puis elle m'envoie chier. Alors moi, ça me plaît pas, ça, dis donc, tu vas pas me parler comme ça, enfin, on est où, là? Alors je lui dis, je suis allée vers elle, ce que j'aurais jamais dû faire. Je lui dis, mais il faut qu'il vous prenez, non mais vous avez vu comment vous me parlez et tout, puis jamais, quand tu as 2 ans d'administration pénitentiaire, tu as tout à apprendre, Ok. hein. Pour le coup, j'étais le cow-boy de service et j'avais 0 sur 10. Hein. Et puis là, évidemment, ce que j'ai eu, je l'ai presque mérité. Elle m'a envoyé une droite. Hein. Ah, t'as pris une droite. Elle m'a envoyé Wow. une droite carrément. Oui, qu'est-ce que vous venez faire là? Oui, puis bon, c'est parti en cacahuète, quoi. Ouais. L'auxiliaire de service, qui était une détenue, hein. L'auxiliaire de service m'a défendue, en fait. C'est une détenue qui est venue à ma rescousse. Dingue. À cette époque-là, parce qu'on n'avait pas d'alarme, on avait le sifflet. Alors je pouvais toujours siffler, hein. Le temps qu'on m'entende, Oh là là. je pouvais toujours siffler. Hein. Alors c'est une détenue qui est venue à mon aide. Dingue. Et puis elle a coincé la porte avec moi, on était 2 sur la porte. J'ai claqué la porte. Ah ouais, et c'est un là- sacré souvenir, ça aussi. Ah ouais. Et puis j'ai appelé la collègue, quoi, Ouais, enfin la ouais. gradée, pour lui dire est-ce que vous pouvez venir parce que je viens de me prendre une droite avec une détenue. Quoi. Wow, ça Mais c'était pas une grosse droite. Hein. Ok, mais tu l'as senti un Mais petit je peu. l'ai senti, ouais. puis j'étais bleue quand même après. Ouais. Mais il n'y avait pas de psychologue à l'époque. Hein. C'est une autre J'ai pas époque. pu, j'ai pas pu libérer ma parole, comme on dit aujourd'hui. Il Ouais. faut libérer la parole. Je ne l'ai pas libérée. Hein. Ouais. J'ai pas libéré la parole. J'ai terminé mon service. Il était 4h de l'après-midi. Je suis restée comme ça. Aussi, on m'a donné un pain de glace hein, dans un gant. On m'a C'était dit, élevé tiens. à la dure, quoi. Et puis c'est tout. Hein. On m'a pas dit alors, ça va, tu Ouais. peux. Tu Non. peux rentrer à la maison. On m'a pas brossé dans le sens du poil. Aujourd'hui, quand il y a quelqu'un d'agressé, et tant mieux. Moi, je fais partie des dinosaures. Hein, quelqu'un se reconnaîtra quand on parle de moi, que j'ai écrit un bouquin et qu'une charmante personne dit de moi que je suis un dinosaure. Mais un dinosaure qui a du vécu, madame. D'accord. Tu lances une pique à quelqu'un non Oui, elle se reconnaîtra. Très bien, tu Elle se règles tes comptes. reconnaîtra. Coup de Alors, gueule. le dinosaure, bien évidemment, est revenu travailler le lendemain. Mais maintenant, quand on me dit qu'il y a toute une prise en charge, mais c'est très bien, Ouais. c'est une très belle Ça évite des avancée. traumatismes peut-être. et tout. Merci la pénitentiaire, parce que des trucs comme ça, il faut les dénouer, il Ouais. faut en parler. C'est là que tout à l'heure, tu me demandais s'il y avait un esprit d'équipe. Mhm. Oui, là, j'ai trouvé mes collègues, et ce sont mes collègues qui m'ont aidé, Qui t'en fait parler, etc. qui m'ont fait parler, avec qui j'ai pris un pot le soir, et, Ouais. et j'ai vidé mon sac. J'ai même eu une collègue qui m'a dit « Tu rentres pas chez toi ce soir, tu rentres chez moi. Donc Tu viens ça chez s'est fait, moi, ça s'est bien fait, mais heureusement. Voilà. tu viens chez moi, la maison elle est ouverte. » Et elle est toujours ouverte d'ailleurs. Hein. Super. Je parle d'elle dans mon livre. Elle s'appelle Nicole, elle va se reconnaître. Tu viens chez moi, toi, ce soir. Tu rentres pas chez toi. Super. Hein. Et elle était enceinte de 6 mois. Hein. Génial. Et elle était, elle aussi, au boulot. Je rebondis là-dessus. Est-ce qu'il y a des femmes enceintes en prison? Des détenues enceintes, Oui. bien sûr. Comment on fait? Comment elles Il y en accouchent? a même qui apprennent qu'elles sont enceintes en prison. Elles arrivent à l'écrou. Je parle des maisons d'arrêt. Hein. Je ne vais pas parler des centres de détention, c'est autre chose. Une personne qui attend d'être jugée arrive en prison. La loi dit qu'elle doit être vue par un médecin dans les 24 heures. C'est une obligation. Ok. C'est très bien. Prise de sang, teint, couffin. Des fois, on découvre des trucs aussi. Hein. Quoi, des maladies, des trucs. Dans une prise de sang, des fois, tac, il se passe des choses. Ok. La détenue arrive. Madame, vous êtes enceinte. Ah bon, je suis enceinte? Ah mais je ne savais pas. Il a fallu qu'elle vienne en prison pour Waouh. Faire des découvrir tests, qu'elle rencontrer était un enceinte. Waouh. Alors après, tout se met en route. Hein. Du coup, il y avait des femmes qui devaient accoucher en prison? Alors, moi, dans toute ma carrière, j'ai jamais connu de femmes qui ont accouché en prison. T'as fait accoucher des femmes en prison?
Elles ont porté leur bébé en prison, ça c'est sûr, mais il y a une équipe pluridisciplinaire qui prenait la grossesse en charge, un médecin, une chasse-femme et l'équipe de la PMI. Donc la PMI, c'est la protection maternelle infantile. Ces femmes enceintes étaient suivies en prison, Ok, mais accouchaient à l'hôpital de Rennes. d'accord. Hein. Ok. Il y avait vraiment un suivi. Donc on connaissait la date. Oui, bien sûr. Plus ou moins quand même. Donc la détenue savait ce qu'elle avait à faire, elle déclenchait tout de suite l'alarme. Nous, on était en relation directe avec le SAMU. Bien sûr. Le SAMU arrivait et si bébé devait arriver tout de suite, c'était le SAMU qui gérait. Ok. Et en effet, on a eu une petite fille Qui est né en prison. qui est née sous le porche de la prison. Incroyable. Sous le porche de la prison. Le SAMU est arrivé, le médecin a fait son travail. Nous, on n'est pas, c'est pas notre domaine, ça, Wow. attention. Hein. Mais néanmoins, on accompagne la détenue. Bien sûr. Et une de mes collègues était dans l'ambulance pour accompagner la détenue. Elle a été témoin de l'accouchement de cette petite fille sous le porche de la prison. Oh là là, quel début de vie. Oh là là. Aujourd'hui, cette gamine-là, elle doit avoir une douzaine d'années. D'accord. Peut-être qu'elle regardera la vidéo, on sait jamais. Ouais, hein, je peut-être. sais pas. Est-ce que quand on fait ce métier, il faut aimer les gens? Ah, si on n'aime pas les gens, il faut surtout pas faire ce métier. Il faut aimer les gens et ne pas les juger. Prendre les gens comme ils sont. Le pauvre, le riche, le beau, le pas beau, le gentil, le pas gentil. Il faut accepter les gens tels qu'ils sont, en étant toujours, ce que je te disais tout à l'heure, Bien sûr. la distance, chacun à sa place, le port de l'uniforme, la distance, il n'y a pas de souci. Si tu n'aimes pas les gens... On ne sera pas patient. Si tu viens là pour régler tes comptes et pour juger, porter un jugement sur quelqu'un qui a commis un acte grave, oui, mais j'ai souvent dit, moi, j'ai jamais gardé des monstres, j'ai gardé des gens qui ont commis des choses monstrueuses. C'est différent. Est-ce qu'on peut dire quel est l'acte le plus monstrueux qu'un détenu ait commis? Il y a plusieurs versants pour moi. Lorsqu'on est capable d'inventer des choses et de faire mettre en prison des innocents, l'affaire Outreau, pour la citer, qui a quand même mis 17 personnes en prison sur des mensonges, sur un tissu de mensonges. Ça fait 20 ans cette histoire-là, mais c'est inoubliable. Pour moi, c'est monstrueux. Détruire la vie des gens. Est-ce qu'on peut rappeler l'affaire? Alors c'est de l'affaire Outreau. Alors c'est une famille qui habitait dans une cité à Outreau et qui avait monté tout un scénario en disant que certaines personnes de la région abusaient de leurs enfants. Une infirmière, on l'a accusée d'avoir violé ses enfants. Un huissier, une boulangère, un chauffeur de taxi, Wow. un curé, et j'en passe. Un handicapé physique, le pauvre garçon. Il ne pouvait pas se déplacer tout seul, c'est sa mère qui le soutenait régulièrement. Ils ont menti, ils ont fini en prison. Bien sûr, un couple de menteurs a inventé tout un scénario dans une petite cité HLM. Et puis, ça a fait toute une toile d'araignée. Un juge d'instruction s'est laissé un peu, je dirais, embobiner par un personnage très médiatisé. Pour moi, c'est monstrueux d'avoir fait ça. Wow, c'est dingue. Mais ça a été prouvé après, parce qu'il y a eu Bien une sûr. enquête. Mais enfin, ces gens-là, ils ont quand même fait de la prison. Quand on fait de la prison Ouais. pour rien, c'est horrible. Bien sûr. Horrible. La femme était chez Oui, vous. oui, on l'a eu quelques années. Hein. Ça m'a un peu dérangé dans le relationnel. Bien quoi. sûr. J'avais en copier-coller, quand je l'avais devant moi, tu vois, j'avais l'huissier, j'avais l'infirmière, j'avais à cause d'elle, parce qu'elle a raconté des conneries, quoi. Pour le coup, C'est ça a ouf. été prouvé. C'est pas moi qui le dis, c'est la justice qui dit que c'était mensonge. D'ailleurs, elle est repassée aux assises et elle s'est excusée et elle a dit qu'elle avait menti. Ok, donc elle a avoué. Mais le mal était fait. Bien sûr. C'est quoi le truc le plus fou que tu aies vu en prison? Le plus fou, des fous. Ok. Parce que malheureusement, la maladie mentale, elle est présente en prison. Mhm. Et on voit toutes sortes de gens. Moi, je me souviens d'une schizophrène. J'arrivais à 9h. J'avais à peine ouvert la porte de mon bureau. Le téléphone sonne. Madame Aurel, il y a Madame Untel qui veut vous voir. Je dis, elle peut pas attendre un quart d'heure. Je dis, je viens d'arriver, quoi. Je pose mes affaires. Et la surveillante insiste. Elle me dit, non, ça serait bien que vous la receviez. Je trouve qu'elle n'est pas bien du tout. Bon, je dis, allez, faites de l'avenir et venez avec elle. Parce que ce qui est important dans notre métier, c'est de la parole donnée. Quand vous dites quelque chose, quand la surveillante d'étage dit, oui, je vais appeler le cabinet médical. Comptez sur moi, je vais le faire. Il faut qu'il y ait un suivi. Tu vois ce que je veux dire? Une parole donnée, c'est important. Parce que le détenu, il n'a rien, lui. Il ne peut pas aller à l'infirmerie. Il attend. Ouais. Il attend. Alors la détenue, elle m'attendait depuis 8h le matin, mais moi, je commence à 9h. Je m'excuse, je ne vais pas changer mes horaires pour une schizophrène. Hein. Alors, pas encore. Alors donc, je me pointe. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alors elle, je l'appelais par son prénom, parce que c'était une schizophrène, une grande malade mentale, et il fallait savoir la prendre tranquillement, il fallait prendre son temps et ne pas la
trop la perturber. Alors à 9 h le matin, si elle n'avait pas dormi de la nuit, vous imaginez le tableau. Je la reçois, elle s'assoit en face de moi et elle met ses bras comme ça sur mon bureau et sa tête comme ça. Déjà la posture. Je lui dis Fabienne, c'est pas une tenue quand même. Je lui dis je vous en prie, vous affalez pas sur mon bureau comme ça quand même. Je fais ce que je veux, qu'elle me répond. Mais je lui dis non, on fait pas ce qu'on veut. Je dis Madame Morel veut pas que vous vous affaliez comme ça sur le bureau. Je dis alors vous reculez un petit peu. Alors elle recule puis elle se fait comme ça après. Elle est fâchée. Je lui dis Fabienne, vous avez l'air fâchée. Elle dit non, je veux du sang, qu'elle me dit. Ah, je lui dis ah bon? Du sang? Je lui dis qu'est-ce que c'est que votre histoire là encore? Je vais tuer quelqu'un aujourd'hui, Madame Morel. Bon, je lui dis c'est pas le moment. Hein. Et puis je commence à tourner un peu à la dérision, mais on a eu des formations dans l'administration pénitentiaire. Il y a des choses qu'on dit, il y a des choses qu'on dit pas. La maladie mentale, il faut l'apprivoiser, il faut faire attention. J'allais pas la contrarier. Donc je vais dans son sens. Je lui dis vous voulez du sang, mais c'est quoi, c'est votre histoire là? Ben, j'ai décidé que j'allais tuer quelqu'un, qu'elle me dit. Parce qu'on m'a dit. Mais qui vous a dit? Ben, mes voix. J'ai parlé cette nuit et on m'a dit de tuer quelqu'un. Alors je lui dis, bon, vous allez pouvoir peut-être me dire, Fabienne, sans vous contrarier, qui vous avez décidé de tuer? Parce que moi, je pensais à ma pomme. Hein. Je me dis, bah, ça y est, ça va être mon tour, quoi. Hein. J'étais pas tranquille. Hein. Mais entre-temps, je travaillais avec un chef à cette époque-là. J'étais sa collègue, on travaillait en binôme. Mon collègue était en face de moi, mon bureau là, lui, son bureau en face. Et puis lui, il faisait semblant de rien. On connaît la peloche. Hein. Il avait 25 ans de bouteille, j'allais pas lui apprendre son métier. Il connaissait très bien son métier. Donc il fait semblant de rien, il range ses petites affaires, il allume son ordinateur, mais... je lui dis, dites-moi, je ne le répéterai pas. Je dis, dites-moi qui vous voulez tuer quand même. Parce que c'est ça, on rigole pas, la Fabienne. Elle me fait 3 fois. Le chef. Vous voyez un peu? Ouais. Vous voyez jusqu'où on était arrivé là. Hein. Wow. Alors mon chef, il a compris, hein, il s'est éclipsé tranquillement. Il est parti et bien sûr, il a déclenché le plan Orsec, vous imaginez. L'alarme, là. Plus que l'alarme, hein, plus que l'alarme, la camisole. Là, hein. Ok. Là, on appelle... Parce que cette fille, elle était incarcérée pour une très longue peine, mais elle était reconnue schizophrène. Donc, elle avait un très gros suivi psychiatrique. Et dès qu'elle était en crise, en commun accord avec l'équipe médicale, elle partait immédiatement en psychiatrie. On n'est plus capable de gérer à un moment donné. Oui. On n'est plus capable. C'est tout à fait normal. Chacun son boulot, comme je disais tout à l'heure. Néanmoins, elle et moi, on s'entendait pas trop mal. On discutait un petit peu. Elle aimait beaucoup dessiner. Alors, je lui donnais des papiers, enfin du papier pour qu'elle fasse des dessins, ça l'occupait. Puis après, il y a eu des vitraux, là, vous savez, qu'on colorie, là. Ça détend énormément. Okay. Bon, je lui enfilais, j'en avais avec le Secours catholique. Tiens, Fabienne, vous allez faire ça va vous détendre. J'ai plus de crayon de couleur. J'ai dit, c'est pas un problème, vous en aurez demain. On arrivait, vous voyez, à créer un petit peu le lien, comme ça. Elle est venue me voir, bon, j'ai été franche avec elle, il faut pas mentir non plus. Je lui ai dit, Fabienne, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien du tout, vous êtes en crise. Je vous le dis, je le sais. Ce que vous venez de me dire là, c'est très grave. Donc, vous allez partir à l'hôpital. C'est la procédure, là. Ce que vous m'avez dit là, vous ne retournez plus dans votre cellule. Ok. Vous êtes un danger, vous êtes en danger, mais vous mettez aussi les autres en danger. Bien sûr. Dans l'heure, vous allez partir à l'hôpital. Mais je veux le tuer, qu'elle me répond. Je dis non, on va passer à autre chose. Je peux vous dire que là, vous rigolez pas. Waouh. Là, vous rigolez pas. Parce qu'elle était sérieuse, elle était vraiment... Bien sûr, elle était dans son trip. C'est normal, elle était dans son trip. Et elle est partie à l'hôpital, elle a été soignée, camisole chimique et compagnie. Elle est revenue 3 semaines après, parce qu'en général, c'est 20 jours. Hein. Pour le coup, mon chef l'a appelée quand elle est revenue. Ok. Et il lui a dit, mais Fabienne, mais qu'est-ce que vous aviez après moi? Vous pouvez me dire qu'est-ce que je vous ai fait pour que ce jour-là, vous disiez à Mme Morel que vous vouliez me tuer? Expliquez-moi. Eh bien, elle est incapable de s'en rappeler. Waouh. Elle m'a dit, mais moi, je vous aime bien, qu'elle répond. Donc elle était vraiment en crise, quoi. Elle était en crise. Waouh, et on a ça en prison. Faut le savoir. Ouais. Si le citoyen français ne le sait pas, moi je vous le dis, on a ça en prison, chez les hommes comme chez les femmes. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait avec. Ça aussi, c'est des choses qu'on met sous le tapis. Il y a beaucoup de non-dits, tu penses? Bien sûr. Bien sûr. Nos 2 collègues, là, qui sont décédés dans l'exercice de leurs fonctions, il y a plein de choses qui remontent, là. Hein. Il y a plein de choses. Plein. Qui auraient pu être évitées, des choses mises en place. Évidemment. Okay. Mais la maladie mentale, elle prend beaucoup de place en prison. Hein. Et c'est pas des petits neuneux. Hein. Ouais. C'est quoi ton avis, toi, sur la peine de mort? Moi, quand la peine de mort a été supprimée, j'ai trouvé ça tout à fait normal. Dans un pays comme la France, on va laisser la peine de mort? Non.
malgré les atrocités que des fois des gens commettent. Bien sûr, quand on prend perpète, qu'on est enfermé, qu'on est obligé de demander toujours à l'agent pénitentiaire, le détenu il n'est pas libre. On a enlevé la liberté de quelqu'un, on l'a mis en prison, il doit cohabiter avec des gens, il doit se plier à une règle. Il est parti pour plusieurs années. On enlève la liberté à quelqu'un, la liberté d'aller et de venir, la liberté de plein de choses. C'est intéressant d'en parler parce que souvent ce débat revient de temps en temps. Est-ce qu'il ne faudrait pas remettre la peine de mort, etc. Et comme toi, tu as vraiment vécu dans le milieu carcéral, c'était important d'avoir ton avis Moi, là-dessus. si on me demandait mon avis, je dirais non. La prison, ça suffit. Mais il y a beaucoup de choses à changer dans la prison. Énormément de choses. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer en prison? Ce qu'on peut améliorer déjà, c'est d'arrêter de mélanger les détenus. On fait du remplissage, du remplissage. Entre les différentes peines, c'est ça? Parce qu'après, des fois, ils se montent la tête. Même pas peine, surtout passage à l'acte. Oui. Un type qui tue sa femme et qui se retrouve avec un toxico jusqu'au trognon, qu'est-ce qu'il a à faire? Essayons de réfléchir sur la classification des établissements. Essayons de réfléchir à ça déjà. Essayons de réfléchir pourquoi la prison, apparemment, ils réfléchissent un peu plus là, parce qu'il n'y a plus de place. Donc, les bracelets électroniques, avec des règles strictes là aussi. Réfléchissons à ça. Une femme qui revient en prison, mais régulièrement, parce que conduite en état d'ivresse, parce que refus d'obtempérer, parce que blessée, grave. J'en ai vu quand même défiler, souvent les mêmes, et malheureusement après on les voit plus parce qu'elles meurent d'une cirrhose du foie. Mais ces femmes-là, en prison, mettez-les dans les hôpitaux au service des urgences. Envoyez-les voir ce qui se passe au service des urgences quand il y a un accident de la route et qu'il y a de la drogue et qu'il y a de l'alcool. Mettez-les en face de la réalité. Elles ne se rendent pas compte. Elles ne se rendent pas compte. À picoler comme elles font. Elles prennent leur voiture avec 3 grammes. Mettez-les devant la réalité des choses. Vous avez tué quelqu'un là, madame? Bah oui, mais vous n'auriez pas bu, vous n'auriez pas tué. Et puis mettons en place des choses pour que ça provoque un déclic, quoi. Un choc. On les met en prison, mais ces femmes-là, première chose, on voit le médecin, on est bourré de médoc, donc on est sevré grâce au médoc. On passe toute sa détention au lit. À quoi sert la prison? À faire du gardiennage? Et puis après, la fille, elle ressort, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va reprendre la bouteille. Elle n'a pas été soignée pendant sa peine. Bien sûr, mais il faut absolument mettre en place des choses. Il y a moyen de réfléchir, il y a une réflexion à faire autour de ce fléau-là quand même. La drogue, l'alcool, il y a moyen. Il y a encore plein de choses à améliorer. Plein. N'hésitez pas à laisser des suggestions dans les commentaires. On ne sait jamais, on est à l'écoute. Est-ce que tu aurais peut-être un conseil à donner pour les jeunes qui nous regardent et qui veulent peut-être faire ce métier-là? Moi, je leur dirais que c'est un beau métier, un très beau métier. Et ils peuvent démarrer en bas de l'échelle et terminer directeur. Et je salue mon ami corse, Félix, qui se reconnaîtra, qui a démarré surveillant quelques mois avant moi et qui a terminé directeur. Super. Mais vraiment haut du haut. Donc, c'est un beau métier. Il faut essayer. Mais par contre, celui qui essaye et qui ne trouve pas sa place et qui se sent pas bien, mais ne restez pas. Allez-vous-en. Même si en fin de carrière, on n'est pas malheureux, faut pas y aller pour le casse-croûte. Ok, je comprends. Il y a autre chose à faire. On passe un bonjour à toutes les personnes qui travaillent dans le milieu carcéral et qui verront la vidéo. Merci pour tout et merci pour leur métier. Et merci Marie-Annick pour ce magnifique témoignage. Plein de réussite. Merci à toi. Et j'en profite pour rappeler le livre que tu as sorti, Au cœur de la prison des femmes, aux éditions Talendier, livre dans lequel il y a encore plus d'histoires à découvrir. Donc voilà, n'hésitez pas, je mettrai un lien dans la description. Merci pour tout. Merci.